fait, c'est son travail pas mal qui nous a permis d'avoir une présence en ligne. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'avais pas de site internet. Notre site internet il arrive en décembre. Tu peux gagner 70 000 € sans site internet, en fait. C'est ça aussi que je veux vous dire. Tu peux décrocher un client sans site internet. Moi, je me disais, il fallait le faire sur WordPress, il fallait faire ci. WordPress, c'est un enfer sur terre, je comprends rien à ce truc. Je déconseille d'ailleurs. Voilà. Passez votre chemin. Euh, alors, il y a plein de gens qui, par exemple, là, quand je vois la landing page pour le Festival de l'entrepreneuriat, je me dis, les mecs, ils sont chauffés de ouf. Et en vrai, énorme travail, bravo, c'est super stylé, super quali et tout. Et finalement, ce truc-là, ben, aujourd'hui, si vous allez sur notre landing page, elle a été faite, euh, mais elle a été faite, pareil, sur un truc qui s'appelle Webflow. Mais bon, je ne vous conseille pas forcément non plus. C'est un truc très bien, mais il faut un certain degré de maîtrise. Mais il y a des trucs encore plus simples que vous pouvez utiliser pour lancer votre landing page. Mais la landing page, c'est pas ça qui m'a fait vendre parce que moi, je suis sur un positionnement B2B et pas B2C. Ouais. Mon but, c'était pas de vendre des prestations à des étudiants, mais à des écoles. Et les écoles, si il me suffisait de décrocher un client pour avoir euh, pour avoir ces 70 000, alors que j'aurais dû peut-être aller chercher, je sais pas si je vendais des prestations à 30 € aux étudiants, j'aurais dû aller chercher 70 000 divisé par 30, 2400 presque clients étudiants pour avoir le même montant. Donc, B2B, le combat B2B versus B2C, je sais pas si vous l'avez un petit peu, mais voilà, pareil. Ouais. Bah, par exemple, nous, on a utilisé, pour le festival, on a utilisé Umso pour landing page. Et Ok, franchement, tu peux épeler, s'il te plaît? je vais le mettre dans le chat, c'est UMSO. Ouais, Et franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est assez intuitif. J'utilise WordPress, moi, pour ma boîte, mais c'est vrai que c'est moins intuitif, quoi. Et Umso, c'est vraiment fait pour des landing pages. Et landing page en B2C, ouais, c'est indispensable. C'est vrai qu'en B2B, on peut commencer sans site avec son simple réseau. Ça. Parce que, ouais, c'est vrai que moi, complètement. on voit des entrepreneurs qui passent des heures et des jours et des mois sur leur site internet et au final, personne ne va dessus. Donc, à quoi ça sert? Mais bien sûr, moi, mon site internet, personne ne va dessus et je suis très content d'en avoir un parce que voilà, il faut en avoir un, mais je, moi aujourd'hui, on a surtout les gens. Moi, mon associé. Moi, j'étais associé et puis euh, et mon associé est très porté sur la qualité, énormément porté sur la qualité alors, je sais pas si vous connaissez le MBTI. Si vous avez été à GEM, je suis sûr que vous connaissez le MBTI. Vous l'avez fait. Ouais, ouais, on l'a fait. Dites-moi vos profils dans le chat, s'il vous plaît, là, qu'on voit à peu près. C'est Pierre, le t'es test quoi? des 16 personnalités. Bah, je sais pas, moi, j'ai fait le test des 16 personnalités sur Google. C'est protagoniste. Je sais plus quel truc, quelle lettre c'est. Attends. C'est ENFJ, protagoniste. Ouais, ouais, c'est T'inquiète, je ça. le connais, t'inquiète. Y a pas de Ouais, souci. pareil. Il est chaud. Chloé, protagoniste aussi? Aussi, ouais. ENFJ, ok. Evan, tu connais le tien? Dans le chat, il y a Chloé qui C'est dit quoi ce test? ENFJ et Marilus qui dit ISTP. Ok. Moi, je suis pas de GEM, mais c'est quoi le test? Genre, C'est 16 personnalités. Pierre, tu peux mettre le lien, s'il te plaît, Ouais, ouais, je dans vais mettre le le lien chat. dans le chat. parce- C'est un test qui est assez bien fait. ISTP, c'est virtuose, Marilus. Coucou. est-ce que ça a un rapport avec l'immeuble des personnalités, persévérant, C'est un euh, peu différent. Là, empathique, tout ça? ça reprend des grandes lignes de ça, mais c'est un peu différent. Là, tu as 4 lettres et ces 4 lettres te donnent un truc. Là, il a mis le lien si tu veux aller voir. Ça Ok, dure 10 minutes à faire le test. Voilà. je vais aller voir. INFP. Est-ce Mais que je alors, peux te poser une Lucia, question? INFP, oui, tu peux. Vas-y, je t'en prie. Juste par rapport à ta légitimité pour ton client, comment tu as réussi à le convaincre pour qu'il te fasse confiance? Parce que derrière, t'as pas forcément, enfin, si tu as open source, hein, tout ça, mais Open Classrooms. concrètement, quoi? C'est, tu veux dire, quand tu dis, enfin, en gros, tu me Enfin, dis, notre école, là, Open Classrooms? enfin, ouais, mais j'ai Ouais, envie de savoir comment légitimement il t'a fait confiance. Parce ouais. que, par exemple, moi, si je veux faire du consulting dans les entreprises, si je suis pas cadre, ancien cadre ou des choses comme ça, je suis moins légitime que des personnes qui sont membres d'un réseau comme Rivalis ou Ok. enfin, des choses comme ça. Je comprends grave ta question. Niveau légitimité, je vais te répondre. Euh, Il y a l'apparence compte pas mal. Donc, moi, tu vois, je fais 2 mètres, je suis black, beau gosse.
Non, je déconne. Alors, je dis beau gosse. Alors, c'est pas parce que je suis beau gosse, mais parce que j'ai assez confiance en moi pour dire que je suis beau gosse, même si, selon les standards de tout un chacun, c'est vrai ou c'est faux. Tu vois. Et en fait, c'est ce qui va compter. La légitimité, elle vient de la confiance que tu as en toi, la confiance que tu vas inspirer aux autres. C'est vraiment ça qui va compter. Alors, les gens qui sont ENFJ, j'ai aucun. Franchement, je- la confiance en vous, je pense que vous l'avez. Et les profils, voilà, chacun on se voit comme on a chacun une vision de soi-même, mais moi j'ai peur de rien entre guillemets. J'ai peur de rien, donc là où je veux en venir, c'est que cette légitimité, alors quand tu arrives et que tu as j'aime estampillé sur ton CV, que tu as, bossé au ministère des Finances, que tu as bossé chez Open Classroom dans une startup en forte croissance où tu apprends à bosser, etc. Il y a un truc, il y a un truc que tu as. En fait, je peux pas dire que c'est ça qui me rend légitime ou pas, mais globalement, moi, personnellement, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec ça, je suis légitime en dehors de ça. Or, inconsciemment, dans mon inconscient, le fait d'avoir été dans une grande école de commerce, le fait d'avoir été dans telle ou telle entreprise me donne cette confiance également. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, mais si tu sors si t'as rien de tout ça, et enfin, je dis pas que c'est impossible, mais par exemple, moi, j'ai aucun background en école de commerce ou quoi que ce soit, mais je suis sûr que je vais y arriver, c'est obligé. Parce que, enfin, Exactement. Bah, tu vois, finalement, ton background, en fait, on s'en fout parce que si tu dégages un truc, je veux dire, enfin, je dis pas si tu pues, hein, vraiment, si tu dégages un truc dans le sens où tu as une certaine aura, quand on te voit, quand on regarde tes yeux, quelque chose dedans, et ça bouge et ça va très très vite dans ta tête, ben, les gens, ils vont kiffer ça. Les gens, ils vont kiffer ça. Et c'est ça qui donne la légitimité d'une certaine manière. C'est les gens, quand ils te rencontrent, ils ont envie de te tester. Et de deux manières. Soit ils te testent en te posant des questions pour écouter ta réponse, soit ils te testent en ne disant rien et voir comment toi tu réagis. À savoir, moi aujourd'hui, quand je dois tester quelqu'un, je vais le tester pas sur la manière dont il va répondre à mes questions, parce qu'en réalité, je pose une question, mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas savoir répondre Voilà, rien. Et donc, c'est pas comme ça que je vais te tester, mais je vais plutôt être silencieux et voir bah, comment est-ce que tu vas, ou je vais t'exposer des faits et je vais voir comment toi tu vas. C'est vraiment comme ça. Moi, pour moi, je juge l'intelligence d'une personne sur les questions qu'il pose aujourd'hui. C'est comme ça que je vais savoir si la personne est la bonne personne pour résoudre mon problème, si j'ai envie de travailler avec elle ou pas. Si la personne pose des bonnes questions, go, allons-y, tu vois. Si la personne, eh ben, je trouve que ces questions ne sont pas pertinentes, eh ben, ça s'arrête là. Je sais pas En si fait, tu vois un peu je ce pense que que je veux la dire. légitimité, faut pas du coup, la. quand tu fais passer un entretien d'embauche ou quelque chose par rapport au recrutement de ta stagiaire ou je Ouais, sais plus, CDI maintenant, ouais, ouais. euh, tu lui t'as laissé des silences où tu lui as demandé de poser des questions. Comment tu as fait pour savoir que c'était la bonne personne? Eh ben, et c'est exactement ça. C'est que moi, je te fais une présentation et après, je t'écoute. Et donc, en gros, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment pas les réponses que tu as à me donner, hein. Tu pourrais me dire, mais vraiment, c'est comment tu t'intéresses aux choses, comment. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client, euh, un client, c'est une personne. Et aujourd'hui, je donne des conseils aux étudiants pour la recherche d'emploi. Et donc, je vais vous donner la même chose. Votre client, c'est à un moment donné, je pense que c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Alors, si vous faites du B2B, votre client, c'est un entrepreneur. Si vous faites du B2C, votre client, c'est un être humain. Et du coup, moi, je dis toujours aux étudiants, voilà, votre client, il a 24 heures dans sa journée. Donc, il n'a pas un temps illimité. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas le temps de faire. Votre client, il a une personnalité, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il déteste faire, qu'il n'aime pas faire, en fait, tout simplement. Donc, moi, je sais pas, j'aime pas faire la compta parce que ça me saoule. Mais je la fais quand même, voilà. Mais aujourd'hui, je la délègue à un cabinet comptable que je paye 100 euros par mois, 2000 euros par an avec le bilan et tout ça. Parce que, bah, déjà,
Je pourrais la faire parce que je fais une école de commerce, etc. Et je l'ai très bien fait pendant 6 mois. Mais en vrai, à un moment, j'en avais ras-le-bol et j'ai décidé de déléguer cette partie. Et votre client, donc il a 24 ans dans sa journée, il a une personnalité, il y a des trucs qu'il aime pas faire. Et en fait, il a des compétences limitées, il sait pas tout faire. Donc il y a des trucs qu'il sait juste pas faire. Donc moi, par exemple, développer le site internet sur WordPress ou je sais pas quoi, ben, j'aurais pu apprendre à le faire, mais ça m'intéressait pas. Donc j'aimais pas trop ça et en plus de ça, ça m'intéressait absolument pas. Euh, mais j'avais pas non plus les compétences et donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Du coup, c'est mon associé qui s'en est chargé. Mais pour vous dire, en fait, si tu comprends que les gens n'ont pas le temps et n'ont pas envie et n'ont pas les compétences et les connaissances de faire des choses, là, tu comprends que, bah, en fait, moi, si cette école, elle m'a embauché entre guillemets, elle a fait appel à mes services pour coacher ses étudiants, bah, c'est que eux, ils n'avaient pas le temps, ils étaient déjà sous l'eau. Franchement, le coaching, eux, ils le font de temps en temps, mais les étudiants, à force de les voir, les étudiants leur sortent par les yeux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand je sais pas si tu as une copine ou quoi, mais ta copine, au début, tu la kiffes et tout, vous êtes trop, trop bien ensemble et tout. Et en fait, au final, quand tu commences à vivre avec elle, eh ben, ça devient un pote, quoi. Tu vois, finalement, c'est un peu ce truc-là. Et donc, la personne qui va venir, euh, qui a plus de chances de faire vibrer ta copine, ben, c'est quelqu'un de l'extérieur, tu vois. Ou la personne qui a le plus de chances de te faire vibrer en dehors de ta copine, c'est une autre personne en dehors. Et du coup, c'est un peu ce truc-là. Donc, l'école a fait appel à moi parce que bah, les étudiants les font plus vibrer, les étudiants euh, ils ressentent plus le truc avec le staff de l'école, donc ils se disent, bah, en passant par quelqu'un de l'extérieur qui a un peu de punch, etc., hop, il va se passer un truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu les réponses à toutes ces problématiques qui font qu'on fait appel à toi. Et juste du coup, au niveau de l'association, Avant, avec ton... tu poses pas mal de questions, mais Ouais, qui n'ont pas trop de lien. Du coup, ce qui est intéressant, mais je sais pas si il y a d'autres qui veulent rebondir sur le sujet ou pas. Du coup, les questions sont top, mais elles n'ont pas trop de lien, tu vois. Et ça, tu vois, quelqu'un qui me pose plein de questions, mais qui n'ont pas de lien, ça me pose un problème. je le dégage. Moi, Du coup, je peux rajouter un petit truc ouais, sur la ouais. légitimité, c'est que souvent, enfin, je trouve, de mon point de vue, les entrepreneurs, souvent au début, ils ont cette espèce de syndrome de l'imposteur, ils, ils osent pas trop. Et en fait, ça se voit directement dans leur vocabulaire, c'est-à-dire qu'ils vont démarcher un client, ils vont presque s'excuser de le faire, ils vont employer plein de mots négatifs, excusez-moi de vous déranger, j'ai un petit service à vous demander, j'ai un petit truc, machin. Et je trouve que ça se joue vachement dans le vocabulaire, donc vachement dans son démarchage, notamment dans ses mails, dans ses appels beaucoup travailler son vocabulaire pour montrer qu'on a confiance en nous. Parce que si on est un peu hésitant, etc., bah, ça dégage direct. En fait. Donc, Complètement. Moi, quelqu'un qui me dit, j'ai une petite question, ça ouais, dégage voilà, c'est direct. ça. J'ai une petite question. Non, tu as une question. T'as pas de petite question. Sinon, tu dégages. Voilà, c'est une petite question, on va le poser. Enfin, et en vrai, quand je dis je le dégage direct, je le dégage pas. En fait, je lui dis non, tu as une question. T'as pas une petite question. Tu as une question. C'est ça que je lui dis. Systématiquement. Et ça, c'est excellent, Pierre, ce que tu dis, parce que euh, les gens le font sans le remarquer. Arrêtez de dire j'ai une petite question. Ça veut rien dire. Enfin, j'ai une question et enfin, n'ayez pas peur, personne ne va vous bouffer. Euh, Sortez les coudes un petit peu, faites votre place, sinon on va vous la prendre tout simplement. Et c'est vraiment ça le conseil aujourd'hui. Si vous voulez un client, euh, il y a, il y a un truc, moi, que je vous conseille aujourd'hui, si vous voulez chercher un client, essayez juste de comprendre quel est le truc que les gens n'ont pas le temps de faire, n'ont pas envie de faire, n'ont pas de... Et poser leurs questions. Et en fait, si vous voulez trouver un client, ne vous dites pas que vous avez une prestation à vendre. Vous n'avez jamais une prestation à vendre. Vous êtes là pour comprendre et conseiller les gens. Vous pouvez finir un appel avec un prospect en lui disant, bah, écoutez, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit et je pense, et ce que je vois, c'est même ce que je vois de votre problème, c'est que il vous manque de la coordination. Même si le client l'a pas dit et que vous l'avez remarqué, dites, vous manquez de coordination aujourd'hui dans votre équipe. N'ayez pas peur de mettre des mots sur des choses que vous ressentez. Je sens que ça manque de coordination dans l'équipe, la communication ne passe pas, etc. Ben, du coup, comme vous êtes en télétravail, je vous conseille d'utiliser un outil comme
comme Slack à la place des emails, parce que les emails, c'est bien, mais voilà, Slack, c'est plus collaboratif, etc. Et donc, il y a Slack qui marche bien, WhatsApp, c'est bien, mais c'est trop perso, il y a Slack, il y a Discord, il y a je ne sais pas quel autre outil qui peuvent marcher. Et du coup, peut-être que la solution, c'est même pas vous finalement. Essayez pas de vous vendre à tout prix ou à vendre votre service. Essayez d'écouter, de comprendre ce qui cloche, mettez des mots dessus. Et par exemple, si vous pouvez dire, bah, écoutez, aujourd'hui, vous êtes sur les mails, pour être plus collaboratif, vous pouvez travailler sur Slack. Et par contre, sur la mise en place de Slack, je peux vous aider puisque en vous proposant donc une mission d'accompagnement sur la communication interne. Je vous dis n'importe quoi, mais globalement, c'est ce truc-là il faut faire la différence entre l'outil et la solution intrinsèque et la mise en place de cette solution. Par exemple, moi aujourd'hui, quand le premier client que j'ai obtenu, donc je faisais des ateliers CV, lettres de motivation, LinkedIn, etc. En soi, ça se trouve sur le net. Il y a plein de ressources qui sont présentes. Il y a plein de gens qui font ce truc-là. Sur YouTube, tu as plein de trucs. Mais en fait, eux, ils avaient pas de mal à trouver ces ressources. C'est vraiment, ils avaient du mal à les apporter à leurs étudiants. Et moi, la solution que j'ai offerte, j'ai juste servi de vecteur, d'apporteur de cette information de manière fun, ludique, sérieuse. Et en fait, les 70 000 euros, c'était pas pour le contenu, mais c'était parce que tu arrives efficacement à apporter l'information à mes étudiants et à me faire un retour de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment ce truc-là. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vais vous montrer un petit peu comment nous, on a pivoté grâce au Covid, etc. Hop. Alors, je ne peux pas partager mon écran, Pierre, pour info. Je vais te remettre en host. D'accord, merci. Du coup, nous, notre toute première prestation qu'on a faite, pour vous donner l'exemple, avec ce premier client, c'est qu'on faisait des sessions en visioconférence sur Zoom avec les étudiants. On faisait 8 sessions de visioconférence de 40 minutes avec chaque étudiant. Donc le client avait 200 étudiants. Sur chaque étudiant, il y avait 8 sessions de visioconférence qui étaient dédiées et on faisait du service. Donc, chaque heure était payée et du coup, nous, on facturait toutes les sessions de visioconférence qui ont été faites avec les étudiants. Donc, je vous fais le calcul. Vous faites 200. Comment? Ça y est? Ok, je partage l'écran. Good. Ok, je vous fais le calcul rapide. Donc, je vous disais 200 fois 8, ça faisait 1600 sessions en visioconférence à faire. Et sur ces 1600 étudiants, sur 1600 sessions, bah, il fallait un étudiant, un coach en face, et il fallait que cette session se produise sur un outil comme Zoom. Donc, au début, tout seul, je vous ai dit, le premier mois, j'ai fait 11 000 euros de session en visioconférence. Chaque session en visioconférence, elle durait 40 minutes, c'était 40 euros de l'heure pour vous faire. On était à 40 euros de l'heure, mais comme je vous disais, les sessions duraient 40 minutes. Donc, en fait, on avait des sessions qui étaient environ à 25 euros. Donc, pour vous faire le petit calcul, 1600 sur 11 000 euros divisé par 25, il fallait faire 440 sessions en visioconférence dans un mois pour faire 11 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 440 sessions de visioconférence de 40 minutes. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Justement, ma question, en fait, c'est parce que quand tu parles de 70 000 euros, j'imagine que déjà, il y a une conséquence, c'est qu'il y a pas mal de boulot, comme tu le montres là. Ouais. Du coup, tu as fait comment pour t'organiser? C'est la question que je voulais poser, justement. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser, pour avoir autant de visio et comment est-ce que tu as géré ça, quoi? Et ben, en fait, si tu veux, c'est qu'au début, je les faisais toutes. Et à un moment donné, je commençais à péter un câble. Alors déjà, donc, je les faisais toutes. Et ensuite, je me suis dit, bah, Mentor Goal, je vais avoir un réseau de mentors sur toute la France qui vont faire de la visioconférence avec les étudiants, donc des coachs en insertion professionnelle que je vais payer. Et je vais me faire
je vais leur payer la session de coaching. Et quand l'école va me payer, ben moi, ça me fait un reste à charge pour moi, pour l'entreprise. Pas pour moi, mais pour l'entreprise. Je sais pas, du coup, au début, j'étais tout seul. Et puis, on était deux. Vous vous souvenez de Thomas, l'avocat de GEM? Eh ben, on était tous les deux coach. Et puis, j'ai engagé un autre coach qui s'appelle Guillaume, mais qui n'est pas le Guillaume qui est là. Bref, et du coup, on était trois. Et après, on est passé à 4, 5, 6, 7. Et c'est comme ça qu'on a fait. Alors, les 1600 sessions, on ne les a pas faites parce que il y a certains étudiants qui ont churné, qui ont pas churné. Ils n'ont pas churné de notre service, ils ont juste pas trouvé d'alternance à temps. Et donc, ils ont abandonné la formation ou ils sont partis dans une autre école. En BTS, mais en initial ou ce genre de choses. Et c'est ça le truc, c'est que on savait qu'il fallait qu'on fasse vite les sessions pour placer les étudiants le plus rapidement possible avant qu'il y ait un churn. Donc ça, c'était aussi une problématique. Donc en fait, opérationnellement, il fallait gérer tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, en 2020, il y avait le no-code qui partait en flèche et tout. C'est n'importe quoi. C'était entre 2019 et 2020, le no-code. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va faire une plateforme no-code qui va nous permettre d'automatiser, de standardiser et d'automatiser toutes les tâches qui frustrantes. Genre, on faisait une session, on faisait un compte rendu de session. Après, fallait envoyer un calendrier à d'étudiants. C'était une galère sans nom. Il y avait plein de petites tâches qui étaient automatisables, etc. Et je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une plateforme qui va nous permettre de gérer tout l'administratif autour de la session de mentorat. Mais déjà, ça va libérer du temps pour les mentors, ça me libérera du temps, etc. Pour la gestion du paiement, des sessions des mentors et tout, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, je me suis dit, on va utiliser Airtable, on va utiliser, coucou Pierre, vous connaissez bien, j'aime entreprendre puisque c'est ça que vous utilisez. On va utiliser ceci, cela, cela, cela. Donc, j'ai fait une liste, Zapier, etc. On recrute un dev, parce qu'il y a Mélanie qui était là. Donc, en avril, je recrute un dev pour faire du no-code. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la plus grosse connerie du monde. C'est genre, ce que je viens de faire, c'est débile. C'est débile. Parce que là, j'ai un seul client qui est dans ce truc-là. J'en ai un seul. Je suis même pas sûr que l'année prochaine, il me re-signe parce que c'était un contrat de 1 an. Là, je vais développer une plateforme qui va me coûter je ne sais pas combien de milliers d'euros avec le dev que j'ai recruté, etc. Mais pour rien. Pour rien, parce que même si j'arrive à automatiser ça, il faut que le produit derrière, je sois sûr que je continue à le vendre. Et finalement, le dev, donc déjà, le gars, il fait du PHP, je lui ai dit, vas-y, mets-toi sur des outils no-code. Et il m'a dit, ouais, pour être recruté. Et une fois que je l'ai recruté, il m'a dit, ouais, en vrai, le no-code, c'est chiant, tu vois. J'étais là, ok, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Et du coup, il me dit, non, mais regarde ce que tu veux faire, moi je te le fais en PHP rapidement et tout. Et moi, je lui disais, non, moi je veux pas de PHP, moi je sais pas coder, donc tu vas pas me faire du PHP, le jour où tu te barres, je suis dans la merde, tu vois. Parce que le no-code, moi je peux gérer, s'il y a une merde et tout, je peux gérer. Euh, mais là, en PHP, je peux pas gérer, tu vois. Et donc, il me dit, il insiste, et je te jure que tous les jours, à un moment, je me suis dit, ce gars, je vais le virer, j'en peux plus. Et du coup, aujourd'hui, on vient de signer un contrat et on repart sur 3 ans là, ensemble. Mais pour te dire, donc la première version de la plateforme que je décide finalement de développer, elle ressemble à ça. Je vais vous montrer rapidement. Elle ressemble à ça. On se dit, et en fait, rien à voir avec ce qu'on a développé de base, avec ce qui était prévu en fait sur le plan. Et en fait, aujourd'hui, on a développé une plateforme comme ça, dont le but, c'est de permettre aux étudiants de suivre leur candidature. Parce que pour le coup, au début, on était parti sur le fait de se dire, il faut coacher les étudiants. Mais sauf qu'en fait, le coaching, ça coûtait 70 000 euros à l'école. 70 000 euros, c'est rien parce que si vous voulez, quand nos clients, ils travaillent pour placer les gens en alternance. Et l'alternance, tu places un étudiant, c'est entre 7 500 et 12 000 euros pour l'école. Je ne sais pas si vous savez un peu comment ça fonctionne. Du coup, 7 000 euros, 70 000 euros, c'est comme si elle place 7 étudiants et elle a rentabilisé sa solution.
Cet étudiant à 10 000 euros, c'est bon. Et donc, on s'est dit, bon, on va développer une plateforme. Et en fait, la première version de la plateforme, moi, je voulais tout automatiser, mais ça ne servait à rien. Et je me suis dit, en fait, il faut créer un autre truc. Et aujourd'hui, j'ai compris que les écoles, elles avaient un besoin, c'est de savoir qu'est-ce que font les étudiants quand ils ne sont pas dans les murs. J'ai mes étudiants, ils sont censés rechercher une alternance. Du coup, je leur demande de remplir un tableau Excel et de me l'envoyer tous les vendredis. Je ne sais pas si pour les gens qui ont déjà été en recherche d'emploi, vous avez déjà utilisé un tableau Excel. Ça vous parle? Non, ça vous parle pas? Non, ok. Et aujourd'hui, quand tu es en recherche d'alternance, les écoles te demandent de faire ça parce que elles veulent voir si vous faites le taf ou vous faites pas le taf. Et du coup, on leur a proposé cet outil. Et au début, elles étaient en mode ouais, alors pourquoi pas et tout. Par exemple, là, je vais postuler chez Google sur un poste de développeur. Je vais sauvegarder. L'offre, elle va apparaître ici. Et en fait, en tant qu'étudiant, je vais pouvoir faire bouger l'offre de prêt à postuler à candidature envoyée, de candidature envoyée à relance réalisée, de relance réalisée en entretien obtenu. Ça marche en fait comme un CRM quand on recherche des clients. C'est un petit peu la même chose. Là, l'étudiant va avoir un CRM avec une vue colonne, une vue Kanban et une vue liste, par exemple ici. Et donc, quand tu crées ta candidature, que c'est développeur chez Google, tu vas dire, OK, je vais me faire un petit planning. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer le CV pour Google. Je vais le préparer, demain, samedi. Je vais me préparer le petit CV pour Google. Ensuite, je vais me préparer ma lettre de motivation. Rédiger la lettre de motivation, tiens, ça je vais le faire lundi, boum, c'est férié. Donc je me prépare des petites actions. Et puis j'ai un contact chez Google, je l'ajoute ici, donc j'ajoute le contact, blablabla, etc. Et en fait, on s'est dit, ça c'est super côté étudiant, ok, mais finalement, pourquoi les écoles nous achèteraient ça en réalité? Parce qu'en réalité, en vrai, le problème des écoles, c'était derrière d'avoir un truc, c'était la gestion des étudiants. C'était de se dire, moi, tous les vendredis, je demande à mes étudiants de m'envoyer un tableau Excel. Et ben là, en fait, j'ai plus besoin parce que les étudiants, quand ils remplissent la plateforme, de l'autre côté, je vois exactement ce qui se passe. Combien ils ont fait de candidatures, combien ils ont eu de relances, combien ils ont d'entretiens, etc., etc. C'est comme ça qu'en fait, on a vendu en 2020, pendant la crise, euh, cette plateforme à une autre école et on l'a vendu 60 000 euros. Enfin, on a vendu l'accès à la plateforme, 60 000 euros. Boom, du coup, on a notre deuxième client, mais du coup, pas du tout sur les mêmes prestations que le premier client. Et quand j'ai recruté le dev au moment où j'étais avec le premier client, je l'ai recruté pour les mauvaises raisons. Mais finalement, ce dev nous a fait gagner 60 000 euros parce que le premier prototype de ce tableau-là, il l'a codé en 4 jours. En 4 jours, le mec, il me disait putain, le no-code, c'est chiant, PHP, PHP. Je lui ai dit, tu sais quoi? Parce que le mec s'appelle Dylan. Je lui ai dit, tu sais quoi, Dylan? Je te donne une semaine. Une semaine. En une semaine, tu me fais un truc et on voit ce que ça donne. Le mec s'est déchiré, il a fait ça. Il nous a fait gagner 60 000 euros. Et aujourd'hui, c'est Dylan, quoi. C'est le gars qui aujourd'hui gère pas mal de choses chez nous. Et en fait, côté étudiant, du coup, on a continué à développer des fonctionnalités. Par exemple, les étudiants qui sont en recherche d'alternance, très souvent, ils ne savent pas par où commencer. Donc, on leur a fait une liste des job boards ici. Donc, voilà, quand ils recherchent donc là, aujourd'hui, ils sont plus en mode oui, mais je sais pas où chercher et tout, ils savent où chercher. Ensuite, ils ont ici tous les outils. Je sais pas si vous parle Hunter. Ça vous parle Hunter? Hunter, pour ceux à qui ça parle pas, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est là, genre, je cherche une adresse email pour pouvoir candidater quelque part. Je tape le nom de domaine de l'entreprise et boum, j'ai le most common pattern de comment sont faites les adresses dans telle ou telle entreprise. Donc à Grenoble, à l'EM Grenoble, les adresses, c'est prénom.nom @grenoble-em.com. Par exemple, vous voulez savoir l'adresse de Emmanuel Macron, eh ben, vous tapez élysée.fr. Alors, comment s'écrit l'Élysée déjà? Élysée. C'est un Y, non? Ouais, c'est ça, c'est un Y. Beau Ouais. gosse. Kudos pour toi.
vous voulez écrire un mail à Emmanuel Macron, c'est first.last emmanuel.macron@elysée.fr. Cet outil est assez puissant, donc c'est assez intéressant. Et donc, en fait, là, les étudiants ont tous les outils. Et puis, quand les étudiants ont l'adresse email d'Emmanuel Macron ou de n'importe qui d'autre dans une boîte et qu'ils veulent leur envoyer une candidature, eh ben, ils ont ici des templates de lettres de motivation, email de relance, de remerciement, etc. Donc là, et ici, ils ont des métiers, par exemple, ils ont la présentation de développeurs front-end, back-end, administrateur réseau, data scientist, etc. Voilà, ils peuvent se renseigner sur les métiers qui les intéressent, etc. Donc, notre plateforme, elle est, si vous voulez, ici, l'étudiant va retrouver toutes les actions prévues en retard, etc. Et là, il a un dashboard sur les offres enregistrées, les candidatures envoyées, les statistiques sur les derniers jours, jour par jour, le nombre de candidatures qu'il a envoyées, etc. Globalement, c'est une petite plateforme qu'on a développée en allant vraiment, vraiment dans le mauvais sens, comme je vous disais. Et finalement, cette plateforme aujourd'hui, c'est un asset. Je ne sais pas si ça vous parle, le mot asset. C'est avantage concurrentiel? Un asset, c'est un actif. C'est ce qu'on appelle un actif. Un actif, c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent. Par exemple, imaginons que tu sois propriétaire d'un appartement, que tu loues à quelqu'un, et ben cet appartement te rapporte de l'argent sans que tu aies rien à faire. Une fois que tu as trouvé la personne et qu'elle y est, ça, c'est un actif. C'est-à-dire que tu travailles. Un actif, c'est quelque chose qui te ramène de l'argent dans ta poche tous les jours, sans que tu aies rien à faire. Un passif, c'est quelque chose qui te prend de l'argent tous les jours sans que tu aies rien à faire. Par exemple, un téléphone. Bon, là, j'ai un Samsung S10. Coucou toi. J'ai un Samsung S10. Ce Samsung, il m'a coûté 900 balles. Et ben, aujourd'hui, déjà, il m'a coûté 900 balles, mais en plus de ça, tous les jours, je branche, je mets de l'électricité dedans, donc il me coûte de l'argent en termes d'électricité. J'ai mis une protection dessus, donc ça me coûte de l'argent en termes de protection, enfin en termes de trucs. Donc, ce Samsung, c'est un passif. Mais le Mac avec lequel je vous parle, c'est le Mac sur lequel je travaille tous les jours, c'est le Mac qui me fait gagner de la thune. Qui nous a fait faire 150 000 euros de chiffre d'année la première année, bah, ce Mac, c'est un actif. Parce que grâce à ce Mac, je gagne de l'argent. Alors, j'utilise souvent mon téléphone pour le boulot, mais c'était pour vous compreniez la différence. Dès que quelque chose vous appartient et que ça vous coûte de l'argent, c'est un passif. Dès que quelque chose vous appartient et que ça vous rapporte de l'argent, c'est un actif. Et pour nous, du coup, dans une boîte, c'est hyper important de repérer ce que c'est qu'un actif et un passif. Et du coup, aujourd'hui, notre plateforme, c'est un actif parce que ça nous rapporte de l'argent. Vous me suivez? Et du coup, un actif, ça peut être aussi vos compétences, ce sont des actifs, parce que vos compétences vous permettent de gagner de l'argent quelque part. Si vous avez les compétences d'un data scientist, eh ben, vous avez un actif qui peut être mis à prix. Et finalement, c'est intéressant de comprendre ça. Et au début de la boîte Mentor Goal, notre actif, c'était l'accompagnement qu'on pouvait faire. C'était notre savoir en termes d'accompagnement et notre bagou, la manière dont notre approche vis-à-vis des étudiants, c'était ça notre actif. Et finalement, on s'est dit, j'ai compris qu'en fait, les clients n'achetaient pas Mentor Goal, n'achetaient pas la marque, mais ils achetaient Mansour. Ils m'achetaient moi, en fait. Je te vois sourire, ça te fait. T'as quelque chose à dire? Dis-nous, Chloé. Oui, oui, non, j'avais jamais considéré qu'on puisse avoir les compétences d'une personne ou une personne en elle-même comme actif. Ben, du coup, ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand vous allez créer votre boîte, au début, les gens ne vont pas acheter votre marque. Votre marque, personne ne la connaît, on s'en fout. Les gens vont vous acheter vous, quoi. Et à un moment donné, la plus grosse difficulté, c'est de se dire comment je fais pour voilà, comment je fais pour que les gens ne m'achètent plus moi, mais qu'ils achètent ma boîte. Si c'est quelqu'un d'autre que moi, qui se disent pas. Moi, si je me pointais pas, les gens ils se disaient pas, non mais les gens disaient, il est où Mansour? Ils voyaient pas Mentor Goal. Quand ils voyaient quelqu'un d'autre que moi qui était dans la boîte, ils se disaient, lui, je sais pas qui c'est, hein, c'est ton pote, c'est ton acolyte, mais moi, je veux toi, tu vois. Et c'était vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, petit à petit, bah, c'est la plateforme qui me remplace. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et c'est la différence entre un auto-entrepreneur et créer une boîte. L'auto-entreprise, c'est vous.
ça sera toujours vous, on s'en fout. L'auto-entreprise n'existe pas en tant que telle, c'est une personne, même pas une personne morale. Enfin, vous êtes la même personne, l'auto-entreprise et vous. Quand vous créez une société, il y a une personne morale et il y a vous. Et, et au début, vous ne l'aurez pas, les gens vous achèteront toujours vous. Et après, si vous travaillez assez bien pour créer de la valeur autour de la personne morale, ils commenceront à acheter votre marque ou votre société. Il y a Alexandre qui demande salut, c'est intéressant. Comment as-tu pricé ta plateforme 60 000 euros? Ça, je vais y répondre, pas de souci. Juste au-dessus, je vois. Tu n'as pas fait d'études de marché avant de développer cette plateforme, du coup? Non, Adrien, les études de marché, c'est bien pour occuper des étudiants d'école de commerce, mais pas pour les vrais entrepreneurs. Je déconne, c'est une blague. En gros, non, j'ai pas fait d'études de marché parce que j'étais déjà dans le marché. Je savais à peu près le truc. Si tu veux, moi, mon MBTI, c'est ENFP. Du coup, les gens qui font une étude de marché, c'est plutôt des J. Par exemple, là, les protagonistes, ils vont peut-être faire une étude de marché. Mais moi, non, je ne fais pas d'étude de marché. Je me lance, je me casse la gueule ou quoi, mais je ne fais pas d'étude de marché, pas le temps. Mais de l'autre côté, je te dis ça, mais je savais très bien qu'il y avait quelque chose, tu vois. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, tu n'as pas besoin de faire d'études de marché. L'étude de marché, tu l'as fait quand tu veux lever des fonds, quand tu veux aller avoir un financement bancaire, ce genre de choses. Mais l'étude de marché, quand tu essaies de choper ton premier client, bah déjà, tu essaies juste de choper ton premier client. Ton étude de marché, tu la feras après. Tu vois. Salut, c'est intéressant. Comment as-tu pricé ta plateforme 60 000 euros? Eh ben, je me pose la même question, Alexandre, pour de vrai en plus. Alors, moi, le pricing, ça m'a pris 1 milliard de temps à le définir. C'est immonde. Je vous souhaite. Alors, le jour où vous serez dans cette partie-là, appelez-moi parce que je me suis vraiment cassé la tête là-dessus. Pricer une plateforme, pricer un service, pricer un truc comme ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais c'est genre, vraiment, il faut être schizophrène parce que moi et mon associé, donc mon associé, elle est INTJ, ça vous parle, c'est architecte. Genre, vous voyez Walter White dans Breaking Bad, il est INTJ. C'est genre, euh, c'est quelqu'un qui est grave porté sur la qualité. Walter White est grave porté sur la qualité de la meth. Il voulait une méthamphétamine très très pure, etc. C'est quelqu'un qui est hyper porté sur la qualité et du coup qui a un énorme syndrome de l'imposteur. Dès qu'il fait un truc, dès que mon associé elle faisait un truc et que c'était pas assez bien, elle se disait mais jamais de la vie on va demander tel prix pour ça. Et j'étais là mais arrête-toi, c'est bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. Le bon prix c'est le prix que le client est prêt à payer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ne vous faites pas happer par ce syndrome de l'imposteur. Ça, 60 000 euros, eh ben, c'est ce qu'on a pricé. Si j'avais pu le pricer 100 000, je l'aurais fait. Tu vois. Mais c'est toujours pareil. L'argent, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on disait, la confiance qu'on a en soi, la légitimité. Qu'est-ce qui te légitime ou qu'est-ce qui te légitimise à pricer un truc de 60 000 euros? Bah, rien. Et en fait, finalement, ce qu'il faut se poser comme question, c'est plutôt si tu utilises mon service, qu'est-ce que ça te fait gagner? Et si sur ce que ça te fait gagner, quelle part je peux te prendre et qui est acceptable? Pour reprendre une métaphore, là, il y a 2 mois, il y a un- il y a 2 mois, on lançait la machine à laver dans la cuisine et ça inondait toute la cuisine. Il y avait un bouchon en fait dans le tuyau de sortie de la machine à laver. C'était infernal. Du coup, on a appelé un plombier. Voilà, on a pris un rendez-vous sur Internet avec un plombier qui est arrivé et le gars nous a dit c'est 180 euros pour déboucher un tuyau, 180 balles. Du coup, on a dit OK. Il a débouché le tuyau en 20 secondes et après, on a payé 180 euros. J'ai chialé, quoi. Franchement, je me suis dit, et tu vois, l'outil qu'il a utilisé pour déboucher le tuyau, j'ai googlé le truc, ça coûte 50 balles. J'avais envie de chialer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un hyper bon bail d'être, parce que le gars, il débouche des éviers toute la journée avec un outil qu'il a acheté 50 balles et il prend 180 balles à chaque fois qu'il débouche un évier. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et j'étais là, 20 secondes, lui, il a une voiture, il va dans Paris, etc., il se déplace, etc. Mais en réalité,
tu as un pass Navigo à 70 balles, tu as ton outil à 50 euros, mais tu deviens l'homme le plus riche de Paris juste en débouchant des éviers, tu vois. Et finalement, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce gars-là, quand il a débouché notre évier, il a, comment dire, il nous a pris 180 balles, mais finalement, là, nous, la douleur de lancer une machine et de voir l'eau partout par terre dans la salle de bain, ben, ça valait bien 180 euros. En fait, ce qu'il nous a apporté, c'est une tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je lance la machine, je vais me coucher. Bon, c'est pas cool pour les voisins, on s'en fout. Mais je lance la machine, je vais me coucher. Et ben, je sais que le lendemain, je me retrouve pas avec de l'eau partout par terre. Et ça vaut bien 180 balles. Et de l'autre côté, la plateforme qu'on a, on l'a lancée, on l'a pricée 60 000 euros parce qu'elle sert à quoi la plateforme? Elle sert à aider des étudiants à trouver une alternance. Et quand un étudiant trouve une alternance, bah, ça fait gagner un certain montant à l'école. Donc, imaginons que sur la plateforme, il y ait 300 étudiants. Si 300 étudiants trouvent une alternance, ça fait 300 fois 10 000. Je veux un chiffre dans le chat, vite, vite, vite. 370 000, ça fait combien 370 000? Ok, combien de zéros? Hop, 1, 2, 3. D'avoir fait une bourde. Non, c'est bien, c'est ça. 3 millions, exactement. 3 millions d'euros. Bravo. Et du coup, quand tu mets 3 millions d'euros, boum, tu fais gagner à quelqu'un 3 millions d'euros, est-ce que 60 000 euros, c'est acceptable ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que du coup, ça répond à ta question, Alexandre? Est-ce que 60 000 euros versus 3 millions, c'est acceptable? Ouais, merci, ça répond à ma question. Ok, merci à toi. Et du coup, c'est un peu comme ça. Et du coup, moi, mon associé, j'ai dû un peu l'éduquer, entre guillemets. Alors, je dis ça, c'est un peu présomptueux, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai dû faire un combat psychologique avec elle. Enfin, on avait une bataille, c'est-à-dire lui dire, non, écoute, il faut pas voir ça en stock. 60 000 euros pour toi, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est énorme. C'est ce que c'était quasiment 2 fois mon salaire à la sortie de l'école. Bon, 1 fois et demie, mais globalement, il faut comprendre que les mecs, on les aide à gagner 3 millions d'euros sur l'année. Donc, nous, sur un an, si on leur prend 60 000, on est même hyper gentil. Tu captes? Par contre, si on leur faisait gagner que 100 000 et qu'on leur prenait 60, bah là, il y aurait un petit problème, tu vois. Et c'est ça qu'il faut capter. Et c'est là où il faut comprendre comment dire, il faut vraiment prendre le problème. Et pour moi, je mets ça en opposition, penser en flux et penser en stock. Quand je pense en stock, bah oui, 60 000 euros pour. Demain, je te dis, bah vas-y, sors 60 000 euros. Déjà, qu'on se dit, j'aime à 12 000 euros, c'est cher. Finalement, j'aime. Pourquoi on est prêt à payer 12 000 euros? Parce que bah, grâce à ton diplôme, tu vas pouvoir gagner une certaine somme, etc. etc. Tu vois. Je crois que c'est passé à 14. Mais voilà, globalement, c'est un peu ce truc-là. C'est le prix va donner un poids et va montrer. Parce que par exemple, on aurait pu la pricer, on a dit 60, mais on aurait pu la pricer 10 000, 6 fois moins cher. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on aurait dû avoir 6 fois plus on aurait dû avoir 6 clients pour avoir la même somme. Et pourquoi? Tu vois? Et c'est pour ça que c'est bien de se poser plein de questions et de se dire, et c'était vraiment un putain de casse-tête ce pricing, parce qu'une fois que tu prices ton truc, bah derrière, tu as des fois tendance à ne plus. Donc là, le premier qui part, en plus, il a perdu. C'est-à-dire que la première fois que j'ai dit bah, la plateforme, la première fois que j'ai dit la plateforme, on va la pricer 120 euros par utilisateur. 120 euros par utilisateur. Donc, je vous fais le calcul. Pour 300 utilisateurs, donc ça faisait 36 000 euros. 120 utilisateurs. Et moi, ça ne m'a pas paru gênant. Et l'école, ça ne leur a pas paru gênant. Donc, ils ont dit OK. Juste Mansour, je crois qu'on a programmé alors je sais pas si ça coupe, mais on avait programmé sur 1h30 Ouais. le truc.
Donc, Donc, il reste ça, c'est à 3 couper. minutes, c'est ça? Mais globalement, ouais, on peut peut-être essayer de prolonger, mais ouais, il y a moyen que D'accord. ça coupe en fait. Ok, merci, merci pour le warning. Globalement, pour vous donner un truc, donc la première fois, je vous disais, on a dit 120 euros. Et ce qui s'est passé, le premier pricing, l'école a dit OK, ça ne les avait pas gênés. Donc, c'est ce qu'on a fait, 120 euros par utilisateur, là. On a eu le devis. Il y a un truc après moi ou pas? Là, Non, aujourd'hui? non, Non? justement, y a rien après. Enfin, il y a des choses demain, il y a le concours, le meeting village, etc., où d'ailleurs tu Ok. interviens. Ouais. Et, mais ouais, non, logiquement, il reste 2 minutes, mais après, si ça coupe pas, on peut prendre une dernière question ou deux, et puis voilà. Bah, complètement. Bah, alors, il y a Marilus qui dit comment tu as su combien gagne une école par alternant? Alors, moi, j'ai travaillé chez Open Classrooms et j'ai contribué à développer le pôle alternance chez Open Classrooms. Et c'est comme ça que je sais combien gagne une école par alternant parce que j'ai moi-même fait des conventions d'alternance sur lesquelles bah, je disais combien, enfin, je facturais aux clients par alternance, enfin, la formation en alternance. C'est comme ça que je le sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite là si ça doit couper, autant que ce soit. Par rapport à l'approche, pour approcher un client, par exemple, quand c'est pas dans le cadre de ton réseau avec une connaissance, est-ce que tu as des tips, des conseils ou une manière préférée d'approcher des nouveaux clients, enfin des prospects dans ce cas-là? Ok. Attendez, je vous mets juste un Google Meet, un lien de Google Meet. Si ça coupe, on pourra se rendre là-dessus. Comme ça, au moins, parce que moi, j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais bien vous écouter, plus échanger avec certains qui sont intéressés. Donc, mettez le Google Meet de côté, si jamais, si ça coupe, on pourra partir là-dessus. Dans le chat, je viens de l'envoyer. Tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? Je n'ai pas écouté du coup. Oui, je voulais dire, par exemple, toi, ton premier client, enfin, si tu avais dû le prospecter, Hmm. est-ce que quand c'est pas dans le cadre de ton réseau et par un contact que tu connais, est-ce que tu as des conseils ou une méthode que tu préfères pour approcher de nouvelles personnes? Ouais, ça dépend où elle se trouve ta cible. Par exemple, si elle se trouve est-ce que ta cible, toi, potentiellement, elle se trouve sur LinkedIn? Par exemple, C'est ça du, B... pourrait être LinkedIn, ouais. c'est du B2C ou du B2B? Il n'y a pas de je vise personne en particulier, en fait. Là, c'est vraiment juste une Ok. question sur comment tu fais ta méthode. Bah, aujourd'hui, tu vois, j'ai recruté donc Emma, que je vous disais, qui est gémienne en CDI. Et en fait, aujourd'hui, au niveau comment dire, comment on fait pour prospecter? Eh ben, nous, notre cible, elle se trouve sur LinkedIn. Ce qu'on fait, c'est qu'on a testé des approches. On a testé une première approche qui était le écrire un message sur LinkedIn aux gens en leur disant bonjour, voilà, on a vu que vous aviez telle responsabilité dans telle entreprise ou dans telle école. Est-ce que vous accepteriez ou est-ce que vous avez 5 minutes pour échanger sur telle ou telle problématique? Résultat, pas ouf, pas ouf. Du coup, on a testé un nouveau truc et ça marchait beaucoup mieux. C'est de dire, et là ça coupe, Euh, c'est de dire bonjour. Ben, au lieu de dire j'ai vu que, on nous disait ben, j'espère que la période. Alors, tu vois, les écoles, elles ont deux périodes. Elles ont une période où elles recrutent des étudiants et elles ont une période où elles placent des étudiants. On leur disait, ben, en fonction de la période, j'espère que ben, le recrutement de vos nouvelles promotions d'étudiants se passe bien. Voilà, j'aurais aimé savoir qui est la personne qui s'occupe de tel sujet dans votre école. Et puis, du coup, les gens nous répondaient, bah, soit c'est moi, soit c'est un tel, tu vois. Soit c'est Pierre, c'est Guillaume, c'est machin, tu vois. Et ça marche beaucoup mieux. Les gens se sentent moins agressés parce que tu leur dis pas, est-ce que tu as 5 minutes pour discuter de ça? Tu leur envoies un message pour savoir si déjà c'est la bonne personne ou pas. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. Ok, Euh, merci. voilà, du coup, pour répondre à ta question. Et derrière en fait, si la personne ne te répond pas, ben, en fait, si par exemple, tu es sur du B2B, mon conseil, c'est si tu parles à quelqu'un d'une organisation qu'elle ne te répond pas, va chercher genre une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à 5 personnes de la boîte avant de te dire c'est bon, cette boîte, c'est fini. Tu vois. Ça, c'est mon Ok. deuxième conseil. Quand tu attaques du B2B,
va chercher entre 3 et 5 contacts dans la boîte. Ne t'arrête pas à la première ni à la deuxième. Va jusqu'au 3 ou jusqu'au 5 pour aller chercher vraiment un retour. Et surtout, n'agresse pas les gens avec « Vous avez 5 minutes ?» Franchement, on n'a jamais 5 minutes. On a tous 5 minutes et on ne les a pas. En fait, ça fait chier. On sait tous que ça ne va pas durer 5 minutes, donc c'est hyper chiant. Donc, demande-moi juste si je suis la bonne personne ou pas dans la boîte pour discuter de ce sujet. Et si je suis la bonne personne pour discuter de ce sujet, prenons pas 5 minutes, prenons 15, 20 minutes, parce que ça aura du sens qu'on parle ensemble, parce que tu as quelque chose à m'apporter. Donc, quand tu es entrepreneur et que tu veux vendre ton service et chercher ton premier client, tu ne cherches pas à être, comment dire, tu ne cherches pas à vendre un truc, tu cherches à conseiller les gens. Tu cherches à comprendre leurs problèmes et à leur conseiller une solution qui n'est peut-être pas toi. Mais si tu leur conseilles une bonne solution qui n'est pas toi, le jour où tu reviens vers eux pour leur reparler, eh ben, ils seront hyper ouverts à te parler parce qu'ils savent que tu n'es pas là pour te vendre toi, mais que tu es là pour vraiment les aider. Ok. Et ça, c'est une posture et c'est là-dedans, c'est une posture mentale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tu n'avais pas ton pote en droit, tu aurais engagé un juriste pour fonder la société en même temps que tu discutais avec ton potentiel client? Ouais, grave. Marilus, t'amuses pas à fonder une société comme ça, là, machin et tout. Franchement, moi, je me connais. Moi, je suis ENFP, encore une fois. J'ai le même profil que Will Smith. Will Smith, ou je suis pas du tout fait pour ça, tu vois. Je sais pas si vous connaissez Brooklyn Nine-Nine, j'ai le même profil que Jake Peralta. Donc, le mec qui refuse de faire de la paperasse, soit tu es un homme d'action ou une femme d'action, soit tu es une femme de bureau, tu vois. En fait, il faut que tu te connaisses. Et si tu adores apprendre des sujets comme le droit juste pour créer ta société, et que ta société n'a rien à voir avec le droit, bah, je ne suis pas sûr que l'entrepreneuriat soit fait pour toi. Après, tu peux le faire pour économiser 2 bouts de chandelle parce que créer une société et passer par une société externe, ça coûte un petit billet, tu vois, 400 euros, je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois. Et finalement, dis-toi que si tu crées une société et que tu te dis, bon, en fait, je vais le faire moi-même pour économiser 400 euros, c'est peut-être que tu fais le mauvais choix de créer ta boîte. Ce que je dis, ça a l'air bizarre. Il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais entre économiser 3 bouts. Voilà, tu vois, aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne fais pas moi-même. Par exemple, je ne fais pas la paye, je ne fais pas les fiches de paye. C'est un cabinet comptable qui les fait. Je ne fais pas la compta, c'est un cabinet comptable qui les fait. Je n'ai pas fait mes statuts, j'ai pas rédigé mes statuts et je n'ai pas déposé les droits, etc. Enfin, je n'ai pas déposé les droits, j'ai pas déposé tous les papiers au greffe pour monter la société parce que j'avais pas le temps, j'avais pas envie, j'avais pas que ça à faire en fait. Du coup, je paye à chaque fois pour ça. Et si je payais pas, ben, je passerais ma vie à faire de l'administratif. Et être entrepreneur, c'est déjà assez chiant de devoir chercher des clients, de devoir les satisfaire, de devoir gérer une équipe, manager, etc. Si en plus de ça, tu t'ajoutes l'administratif, t'es mort, quoi. T'es mort. J'espère que ça répond à ta question, Marilus, du coup. Mais du coup, niveau prix, tu peux te retrouver à payer le juriste sans conclure de contrat avec un client. Ça s'appelle le risque. Et en réalité, le risque, c'est si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce sera un peu toute ta vie. Après, le risque, ça se contrôle. Moi, comme je te disais, je savais que ça allait aller. Et puis, avant de me lancer, je savais que ce client-là m'avait déjà payé avant. Parce que, comme je vous disais, j'avais déjà fait des prestations avec lui à hauteur de 600 euros, à hauteur de 900 euros une fois, etc. Et qui m'avait déjà payé. Donc, j'avais déjà vu la couleur de ces billets verts, si tu veux. Donc, je savais que quand on parlait de plus gros contrats, etc., que ce n'était pas du pipeau, tu vois. Je savais que ça allait soit déboucher sur quelque chose, soit ça allait rester plus ou moins sur des choses qu'on avait déjà faites. Mais en tout cas, c'était de l'argent que j'étais prêt à mettre de côté. Aujourd'hui, ton rapport à l'argent va définir aussi grandement l'entrepreneur que tu vas devenir. Moi, mon associé,
et moi, on n'a pas du tout le même rapport à l'argent. Moi, je suis capable de vivre au RSA pour permettre à ma boîte de survivre, mais mon associé, si elle a une baisse de salaire qui lui permet plus d'acheter du bio en magasin, elle n'est pas bien, tu vois. Donc, en fait, on a juste deux modes de pensée, deux modes de vie, on est complètement différents, tu vois, et c'est important de comprendre ça, tu vois. J'avais juste une petite question, enfin pas une petite question, pardon. J'avais une question par rapport. Rouge. Fais gaffe, je peux t'expulser d'un Ouais, clic. ouais. Non, mais j'avais une question par rapport, parce que du coup, avant, tu étais auto-entrepreneur et après, tu as switché du coup sur la SAS. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, je suis en train de tester un marché, disons ça comme ça, donc j'essaie de voir les premiers clients que je peux avoir. Et admettons que là, je suis en auto-entreprise pour d'autres raisons, mais du coup, ça me permettrait de facturer. Mais après, ça, c'est pas dérangeant. Après, si je veux monter une autre société morale et dire, bah voilà, maintenant, c'est cette société-là qui vous facture Pas et tout du ça, tout. ça y a. C'est Ok. ouais, ouais, clairement. Il y a aucun souci. Mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais, oui, Comme c'est je vous pour ça que je disais, vous en demande. fait, moi, exactement. J'ai pas lancé mon auto-entreprise puisque j'étais salarié, j'avais une auto-entreprise, donc je facturais les 600 et les 900 euros avec mon auto-entreprise. Et pour la compte, je lui ai dit, la compte, je lui ai envoyé la facture de la société morale, de la SAS. Je ne lui ai pas envoyé une facture de l'auto-entreprise. Et en plus, j'aurais pu, parce qu'en fait, c'était 12 000 euros bing bang, sur mon compte en banque en dur. Et tu sais, tu peux te dire, bah, super, j'ai 12 000 euros sur mon compte en banque, c'est génial. Mais en réalité, je peux te dire que le jour où tu dois prendre un stagiaire ou machin, un truc, Mm. bah, c'est hyper chiant, quoi. Et vaut mieux que ton argent, il arrive. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez créer une boîte et faire de la vraie croissance, etc., dissociez votre compte en banque et Mm. le compte en banque de la boîte. Sinon, c'est la merde. Vous allez être réticent à faire des dépenses qui sont importantes. Aujourd'hui, quand je recrute un salarié en CDI, ça, depuis que Emma est arrivée dans la boîte, on a là, on est en train de travailler sur des choses, des contrats cadres, des contrats cadres de 100, 150 000 euros sur 3 ans. Et ben ça, c'est dû à un investissement qui est l'arrivée d'une personne en CDI. Mais cet investissement, il se fait parce que si jamais j'étais resté en auto-entreprise, jamais j'aurais eu l'idée. En fait, j'aurais été bridé par l'auto-entreprise. Mais je vous dis ça pas parce que je veux bien vous faire comprendre que être entrepreneur, c'est une question de rencontre. Vous rencontrez quelqu'un qui vous fait comprendre la valeur de créer une boîte versus être en auto-entreprise, ça fait péter un boulon et ce boulon, c'est ce qui vous permet ensuite de faire des boîtes qui fait, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires par an, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là. Moi, Thomas, je vous jure que je me souviendrai toute ma vie de ce truc. Quand on était à la Villette, on était en train de jouer à un jeu de société qui s'appelle Pass the Pig. C'est deux petits cochons que tu lances, ils tombent dans des positions et ça fait des points et tout. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. On jouait à ce jeu. Il y avait sa copine, lui et moi, et il me dit, ouais, t'es sûr que tu veux gagner 5 000 euros par mois ou machin? Je vous jure que ça fait péter un boulon dans mon cerveau et que depuis ce jour, eh ben, enfin, je suis choqué encore aujourd'hui en repensant à ce moment-là, que c'est à ce moment très très précis que j'ai compris que j'allais devenir et que c'est grâce à lui qu'en fait que quelque part que je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'est ce putain de boulon qui a sauté. Et des fois, il y a des statuts, il y a des choses qui vous restreignent et c'est hyper mental, mais rencontrez des gens qui vous font sauter ces boulons dans votre cerveau. N'ayez pas peur. La peur, c'est quelque chose qui vous retient et ça vous retient pour de la merde. Si, genre, vous passez à côté de votre vie, or, vous pourriez tester, ça réussit, vous pourriez tester, ça échoue, mais vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez absolument rien à perdre. Donc, sur ce, moi, je vais vous donner mon mail et mon LinkedIn. Vous allez pouvoir me contacter et je répondrai avec plaisir. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que, euh, c'est que si vous avez un projet que vous voulez, voilà, je parle avec des gens et c'est avec plaisir. Et les gens ils sont pas mal ambitieux et qui ont envie de faire des choses, ben, on se met un rendez-vous tous les mois sur Google Calendar ou quoi. Et on s'appelle, genre le samedi matin ou je sais pas quoi. On s'appelle et on parle. On parle pendant, ça peut durer un quart d'heure, comme 1 heure, comme 2 heures. Et c'est comme ça qu'en fait, tu crées une relation et tu te fais péter des boulons dans ton cerveau. Par exemple, je vais vous parler, le premier boulon, c'était Thomas qui me l'a fait péter avec donc, le fait de passer d'auto-entrepreneur à une boîte. Le deuxième, c'est un pote qui m'a dit, ça y est, j'ai recruté mon premier alternant.
gros boulon qui a pété dans ma tête. J'ai fait what the fuck? Genre là, tu as recruté un gars en alternance. Ok, donc le mec, il s'est essuyé toutes les merdes. Il m'a donné les clés et aujourd'hui, chez Mentor Goal, on a 5 alternants. Donc, pour vous dire un peu le truc, tu vois. Le jour où lui, moi, je lui ai fait péter un boulon, c'est le jour où j'ai recruté mon premier CDI. Dans sa tête, ça fait POUH. Et il s'est dit, ah ouais, en fait, il y a un truc qui se passe. Recruter en CDI, c'est pas la mer à boire, c'est possible. Le jour et en fait, des boulons comme ça, quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'échanger, de parler avec des gens pour te faire péter des boulons. C'est des boulons qui te restreignent et qui t'as peur. Tu restes là dans ton truc. Or, en fait, bah, quand tu vois un Grégoire Gambato, bah, je ne sais pas si vous avez suivi un de ces lives ou quoi, mais quand il te dit, moi, j'étais dans un coworking et tout, j'étais à Grenoble et je faisais ça, il y a un moment dans sa tête, il y a des boulons qui ont pété, tu vois. Quand il dit, moi, en 2019, j'ai rencontré un entrepreneur qui revenait de New York ou je sais pas quoi, boum, il y a un autre boulon qui pète. Et vous voulez, le secret d'une vie, bah, c'est ces moments-là où il y a des boulons qui pètent dans votre tête. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait une question par rapport au pricing. Il me semble que c'était Alexandre. Et ben, j'ai un putain de boulon qui a pété grâce à un mec qui s'appelle Jonathan Stark, qui est sur Internet, qui a des podcasts et qui a des livres, des vidéos, qui a écrit un livre et qui s'appelle Le pricing à la valeur. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la valeur de voir les choses en stock par rapport au flux. Je ne sais pas si je vous ai dit, l'école, moi, je lui fais gagner. Je contribue à lui faire gagner 3 millions et moi je prends 60 000 euros. Et ben, ce boulon qui a pété dans mon cerveau à ce moment-là, c'est grâce à ce Alexandre Stark. Et c'est pour ça que je vous conseille de rechercher en permanence à faire péter des barrières dans votre cerveau. Et il faut juste éviter la rupture d'anévrisme, c'est tout. Mais sinon, allez-y, quoi. Sur ce, moi, je peux conclure. C'était ma conclusion, mais voilà, je reste à votre dispo. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci Mansour pour cet atelier. C'était franchement passionnant. J'ai tenté de l'enregistrer. Je sais pas si ça a démarré au début, mais il y a moyen qu'ils sont en replay sur la chaîne YouTube de J'aime entreprendre. Après, nous aussi, pour conclure, bah, simplement pour rappeler que demain, le festival continue. Donc, il y a une conférence internationale de midi à 13h, donc en anglais. Ensuite, de 13 à 14, il y a un petit atelier, monter sa boutique e-commerce avec Shopify. Et on enchaîne avec Meeting Village de 14 à 16h, qui est un espace de networking où vous pouvez rencontrer des boîtes, vous pourrez aller revoir Mansour si vous voulez. Donc, on a pas mal de structures demain. Donc, c'est de 14 à 16h. Et à 16h, vous pourrez suivre il y aura un lien Zoom. Il y a la finale du concours entrepreneur. Donc, il y a pas mal d'enjeux. Il y a 20 000 euros en jeu enfin, pour les trois premiers. Et voilà, ça finira sur ce concours. Et on espère qu'on vous verra nombreux. J'ai mis le lien normalement. J'ai mis le lien de la landing page dans le chat. Je vais la remettre pour que ça redescende. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez remplir le formulaire pour vous inscrire et vous recevrez tous les mails de notif avec les liens, toutes les infos. Et sinon, vous pouvez vous abonner sur LinkedIn à J'aime entreprendre. Il y a aussi toutes les infos qui sortent en temps réel. Voilà, voilà. Merci beaucoup encore. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.